Bonjour à tous, encore une fois, si j'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer aujourd'hui. Donc nous allons passer à notre premier panel qui va parler du pari. Comment est-ce qu'on va enclencher le pari de la croissance? Donc pour ce panel, nous aurons déjà notre première intervenante qui est Madame Mireille Zavnakout, qui interviendra en ligne, mais que nous aurons donc à l'écran. Elle intervient du Brésil et elle est une économiste malgache reconnue à l'échelle internationale pour ses travaux sur la gouvernance et sur l'institution et le développement en Afrique. Elle est chercheure au sein de l'IRD et a consacré une grande partie de ses recherches à comprendre les mécanismes profonds qui freinent la trajectoire économique de Madagascar, donc un peu en résonance avec l'ouvrage de M. Dercon. Elle est la co-autrice de l'ouvrage « L'énigme et les paradoxes » qui analyse pourquoi Madagascar reste un cas unique. Également, je vais appeler sur scène donc Monsieur Eric Beantana, conseiller du Premier ministre, également très connu pour sa participation au secteur privé. Là, il a troqué rapidement sa casquette le temps d'un instant pour être conseiller spécial du Premier ministre, donc je vous inviterai à vous mettre au milieu. Également, nous parlons de secteur privé, donc je vais inviter le président du FIFPAMA, qui n'est peut-être plus à présenter, M. Rivra Koutendasant, qui est également aussi donc, alors excusez-moi, je reprends mes notes, le président du fonds Mésocapital, et qui est aussi le fondateur de AEP, Environmental Partners, qui est un bureau d'études environnementales basé à Paris, mais avec une filiale à Madagascar. Également, je vais appeler toujours, dans cette optique d'avoir le secteur privé d'abord, Monsieur Francis Rabarjon, président du GEM, figure très connue également, pour son appui et son accompagnement à l'entrepreneuriat, non seulement à Madagascar, ici, non seulement à Madagascar, mais aussi dans plusieurs pays. Maintenant, je vais appeler Monsieur Zafan Ernest Alankana, également un économiste chevronné, titulaire d'un doctorat en sciences économiques, d'un master en management. Je vous laisse choisir. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, également titulaire d'un master en management des politiques économiques. Je pense que ce sera très utile pour le panel que nous aurons. Il est également, il avait dit tout à l'heure, le fondateur de Healthy Heritage Foundation et il est reconnu pour ses responsabilités, mais même encore très récentes, dans la fonction publique et aussi très reconnu en Afrique puisqu'il a été primé de l'African Leadership Commendation Award. Et on continue encore, vous voyez que c'est un panel très riche. Maintenant, je vais inviter Monsieur Stéphane Dercon, encore une fois. Il y a eu plein de questions tout à l'heure par rapport à son ouvrage, par rapport à ses travaux. Je pense que c'est encore l'occasion cette fois-ci de lui poser davantage de questions. Donc, Monsieur Dercon, voilà. Et on en a énormément parlé aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la Gen Z, des jeunes. Donc, nous avons aussi la chance d'avoir le porte-parole et le coordonnateur de Gen Z Madagascar. Il est également étudiant et entrepreneur, donc je pense que ça tombe à point nommé de parler un peu d'économie et de gâteaux tout à l'heure. Donc j'invite Miari Rakutunjavelu à me rejoindre sur scène. Et le temps qu'il arrive, donc j'aimerais que vous applaudissiez tous notre très beau panel d'aujourd'hui. Et en même temps, je vais m'asseoir. Alors, pour cadrer un peu les choses, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, donc pour ce panel, nous aurons une première partie durant laquelle j'échangerai avec nos intervenantes et intervenants. J'aurai quelques questions. Alors, je vous préviens, ce sont des questions, ils n'ont pas été prévenus en avance. Voilà. Donc, ce sont des questions et des réponses très spontanées, et je vous remercie de vous être prêtés à l'exercice. Ensuite, nous prendrons du temps pour quelques échanges avec le public. J'inviterai donc, pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer, j'inviterai déjà nos intervenants pour chaque question que je poserai à prendre environ 2 minutes, plus ou moins, et pour chaque réponse. Et également,
lorsque nous arriverons au moment des questions et des échanges avec le public, donc une question par personne et disons 1 minute chacun, et nous prendrons les questions par 3 pour être plus efficace. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, comme je le disais, ce panel sera consacré à la question du pari. Comment est-ce qu'on va enclencher le pari de la croissance? Alors, j'aurais déjà une première question pour Madame Mireille Razavnakout qui est en ligne. Donc, selon vous, on a beaucoup parlé tout à l'heure des élites. Donc, en tant qu'économiste, comment est-ce que les élites influencent l'économie et la vie politique du pays? Madame Mireille. Très vaste question. D'abord, bonjour tout le monde et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Merci. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous parce que le sujet est très intéressant et très important. Donc, je suis à Rio, là, dans un petit clin d'œil. Vous ne voyez pas, mais derrière moi, il y a le pain de sucre. Et ce clin d'œil est important parce que pour vous dire aussi qu'il ne faut pas oublier la diaspora parmi les acteurs justement de développement de Madagascar potentiel. Et je travaille justement sur la diaspora actuellement. Donc, comment les élites influencent la trajectoire de Madagascar? Je pense que les travaux de DERCON, mais beaucoup de travaux maintenant insistent sur la place des élites et le rôle particulier des élites, parce que ce sont les élites. Et entendons bien, il y avait une question tout à l'heure à M. DERCON sur qu'est-ce qu'on appelle élite et comment ils se reconnaissent. Quand on parle d'élite, en fait, nous, dans nos travaux, donc, notamment dans les travaux qu'on a présentés, nous, dans le livre avec mes collègues, donc François Roubaud et Jean-Michel Baxberger, sur l'énigme et le paradoxe. Ce qu'on appelle élite, c'est toutes les personnes qui exercent un pouvoir dans différentes sphères de pouvoir à Madagascar. Et donc, évidemment, c'est eux qui forgent les institutions, c'est eux qui déterminent comment la vie politique fonctionne, et c'est eux qui, disons, justement, forment toutes les institutions qui régissent le pays. Et donc, évidemment, leur rôle est essentiel pour, évidemment, passer pour justement influer sur la trajectoire du pays. Ceci dit, je profite tout de suite pour placer quelque chose que je voudrais dire. Les travaux de Stéphane Bertrand sont très éclairants, et merci à lui de les présenter. On a dit qu'on allait en discuter, on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter en fait jusqu'à présent. Je trouve qu'il manque quelque chose dans l'équation. En insistant trop sur l'élite, on oublie justement, et le titre de la conférence, on parle de croissance inclusive, et donc on parle des élites, du pacte élitaire, mais je voudrais juste dès maintenant insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier le rôle de la population. Et quand on parle de croissance inclusive, il n'y a pas les élites qui sont tout seuls en haut, dans leur sphère, en train de préparer quelque chose et que c'est eux tout seuls qui vont faire avancer le pays. Il va falloir vraiment que dans ce type, par exemple, d'échanges, dans peut-être d'autres échanges, il n'y a pas forcément celui-là, qu'on puisse inclure de façon beaucoup plus globalement en fait, l'ensemble de la population. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est vrai, les élites influent sur la trajectoire du pays, mais si on veut changer quelque chose, il va falloir que ces élites aussi créent, il va falloir qu'il y ait un lien direct, qu'il y ait une inclusion, qu'il y ait un travail ensemble, qu'il y ait une dynamique inclusive qui inclut l'ensemble de la population. Ce n'est pas seulement la sphère élitaire qui, dans son coin, va décider des choses qui sont censées être pour le bien de toute la population. C'est tout le monde qui doit travailler ensemble. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Et tout à l'heure, je reviendrai encore vers vous pour d'autres questions et pour d'autres réponses. Donc, je vais toujours rester un peu dans la vision économique des choses. Monsieur Lincoln, vous avez été, je dirais, acteur privilégié dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce constat sur les élites et sur leur influence dans la trajectoire qu'emprunte Madagascar? Merci beaucoup et je réitère le remerciement pour cette conférence qui arrive vraiment à point nommé parce que maintenant on discute des points, je dirais, qui n'ont pas été abordés pendant les crises répétitives à Madagascar. Effectivement, comme ça a été dit, que le livre est vraiment très éclairé. Théoriquement, il y a beaucoup d'avancées. Il y a des cas concrets qui représentent plusieurs pays, donc des cas de succès qui ont été marqués. Et maintenant, on parle de cas de Madagascar.
C'est vrai que si on va comparer le pays à un foyer, donc là il y a les parents, il y a les enfants, ainsi de suite, et donc il y a les dessins ou bien comment le pays se dirige et comment la politique économique, par exemple, se fasse. Il y a des décisions qu'on voit habituellement. Par exemple, quand on fait des lois des finances, on vote au Parlement, il y a le ministère qui décide et tout ça, il y a des DPP et tout ça, mais derrière ça, il y a aussi je vais dire c'est peut-être de shadow. C'est pour ça qu'on parle d'establishment, parce que il y a ces intérêts après qui va être poussé pour que, disons, que ça va être entre guillemets légiféré, mais qui pourrait créer cette situation de captation ou d'appauvrissement continu. Et donc pour rebondir à ce que Mireille a dit, certes, il y a la population en général, mais la population parfois, là où c'est très intéressant ce qui est évoqué par M. Delcon, parce que il y a ce rôle de l'élite, c'est le rôle d'établissement pour guider soit vers la lumière, soit vers le gouffre. Et donc c'est là où c'est très important. Certes, la population, il faut que la population va subir, parce que soit on a une croissance inclusive, soit on a un appauvrissement qui va être de plus en plus accentué, des inégalités qui vont être de plus en plus fortes. Donc, c'est vraiment important d'être focus sur l'élite, d'être focus sur cet établissement et d'avoir le courage justement de regarder le pays, tout le monde, d'avancer ensemble, de peut-être ceux qui ont les intérêts, ils vont toujours à gagner parce qu'ils ont de l'avance, ils ont déjà pris un peu d'avance comparé à d'autres. Mais là, maintenant, c'est de voir à ce que tout le monde en profite. Donc, le rôle de l'État, certes, l'État est là, mais si l'establishment ne sera pas là pour effectivement trancher et décider que les choses aillent autrement, l'État sera toujours un instrument, et c'est ce qui a été évoqué effectivement dans le livre de M. Delcon. Merci beaucoup. Donc là, on voit déjà quand même qu'il y a eu certaines nuances aussi. Hein. On reconnaît le rôle des élites, mais Mme Mireille disait tout à l'heure donc, que ce n'est pas la seule composante à considérer, il y a aussi la population. Et M. Lincoln avait également peut-être de nous confirmer que, bel et bien, oui, dans le rôle du légiférateur, par exemple, eh bien, on a cette présence-là. Donc maintenant, je vais me tourner un peu. On a vu un peu le regard qu'il y avait avec un peu de recul par rapport au gouvernement. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est en plein dedans, je dirais. Donc, Monsieur Béantan, comment voyez-vous aujourd'hui donc ce rôle des élites? Quelles élites sont en place aujourd'hui? Peut-être quelle coalition avons-nous aujourd'hui au pouvoir dans la sphère d'influence? Et déjà, c'est une réponse qui est un peu compliquée, donc je vais vous laisser répondre. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité, de m'avoir associé à cet événement. Je n'ai pas la réponse. Je n'aurai pas la prétention de dire, voilà, qui constitue la coalition, mais je veux juste dire une chose à la place. Seulement 10% de la population, seulement 10%, créent la richesse. Les 90%, je ne vais pas définir ce qu'ils font, mais seuls 10%. Faites le compte en termes de travailleurs, d'entreprises, d'entrepreneurs, mais la richesse de ce pays est créée par un très petit nombre. C'est mon calcul. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité infuse, mais je pense que seulement 0,1% vivent de cette richesse. Faites le calcul, on est à peu près 30 millions, 0,1%. Et l'élite que vous mentionnez tout à l'heure, si on fait le calcul, c'est à peu près 0,001% de la population. Et disons les choses clairement, qu'ils soient dans l'administration publique, dans le secteur privé ou dans le troisième pouvoir, ONG, etc., ils influencent, ils prennent des décisions qui auront des impacts parfois durables. Si c'est des bonnes décisions, tant mieux. Mais ça peut être des décisions qui mènent le pays, qui mènent la grande majorité qui malheureusement subit dans une situation pas trop confortable. Donc l'idée n'est pas juste de définir qui est responsable. Moi je pense que oui, l'élite a plus de responsabilités que la population, mais peut-être qu'une des propositions qui sortirait des discussions d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que
il y ait plus de personnes responsables et comptables. C'est aussi un choix. Je ne vais pas prétendre parler du livre, l'auteur est là, mais c'est aussi une question de choix. Je pense que le rôle de l'État, même si la question n'a pas été posée, c'est de créer les conditions, travailler sur les facteurs contextuels pour permettre à un plus grand nombre de faire des choix. Nous avons eu, avec quelques-uns d'entre vous ici, un atelier régional sur la vanille à Sambave il y a 2 semaines. Et lorsqu'on essaie de faire une cartographie des parties prenantes, sur 100 personnes, il y avait peut-être 2 personnes qui décidaient dans la salle, très discrètes, mais qui, d'une façon ou d'une autre, manipulaient un peu toute la discussion pendant 2 jours. Voilà, c'est peut-être ça le défi aujourd'hui. Comment est-ce que les choix, les décisions, les propositions qui sont prises ici ou ailleurs puissent être entendues, appliquées et suivies? Merci. Merci beaucoup. Alors, je me permets d'être un peu plus insistant, mais toujours avec vous, Monsieur Béintan. Quand vous parlez aujourd'hui de ces 0,01%, à peu près des 2 personnes qui étaient dans la salle à Saint-Bave, sans dire de nom, bien sûr, mais quel est le profil, selon vous, de ces personnes qui influencent énormément aujourd'hui et qui pèsent lourd sur la balance? C'est un signe, paraît-il. Les gens derrière ne veulent pas que je... Souvent, ce sont des personnes qui sont à la fois dans la politique et dans le secteur privé. Donc, lorsque vous les regardez, selon leur intérêt, ils sont soit politiciens, soit des opérateurs privés. Ce sont des personnes qui ont un pied dans l'administration, donc qui ont de l'influence sur la chose publique, mais qui ont aussi leur propre entreprise. Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas défini clairement que lorsqu'on fait de la politique, on ne fait que de la politique. Lorsqu'on est dans le secteur privé, la règle doit être la même pour tout le monde. Tant qu'il y aura encore des gens qui vont aller acheter du café, du cacao, peu importe le produit, avec un pistolet automatique parce qu'ils ont le droit, mais que tout le monde n'a pas ce droit-là, je pense qu'il y a une distorsion dans le marché. Tant qu'il y a des personnes qui ont le numéro direct des plus hautes personnalités qui dirigent le pays et d'autres qui ne les ont pas, et pourtant, ils opèrent dans le même secteur, je pense que le problème, il est là. Ça ne nous fait avancer à rien de définir et de juger, de blâmer ces gens-là. Il faut juste qu'on mette en place un système qui empêche, et de manière irréversible, qu'on joue sur les 2 tableaux et qu'on essaie d'influencer. Un policier, par exemple, n'osera pas arrêter un tel type de voiture parce qu'on connaît le propriétaire. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses franches. Donc là, on a commencé à entendre secteur privé. Donc on a la chance d'avoir, je dirais, 2 granulométries différentes de représentants du secteur privé. On va commencer par le FIFPAMA, qui représente un peu plus les entreprises de taille moyenne, les petites et aussi certaines assez grandes. Monsieur Rakutna Sandi, alors, dans quelle mesure est-ce que vous sentez déjà que les entreprises que vous représentez, que le FIFPAMA est en mesure d'influencer aujourd'hui? Est-ce que le FIFPAMA fait partie des élites qui murmurent et qui font partie du pacte actuel? Alors, je ne vais pas m'aventurer à répondre directement à cette question. Pourquoi? Je pense que, tout d'abord, donc, la première étape du changement, on l'a déjà fait au mois de septembre. C'est-à-dire donc cette prise de conscience collective. Donc, ça, c'était la première phase. Bon, maintenant, on aborde une phase un peu plus difficile. Il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle, c'est-à-dire, et moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour continuer la dynamique du mouvement. Et ça devient un peu plus difficile. Je ne sais pas si c'est du fait de notre insularité, mais on a cette manie, ce petit problème ou appréhension d'aller vers l'autre. Parce qu'aller vers l'autre, c'est, quelque part, on le perçoit comme une certaine compromission. Alors qu'on cherche un consensus
le plus petit dénominateur commun qui peut nous rassembler pour nous servir donc de point d'appui pour ce qui va arriver tout à l'heure. Et dans le développement de M. Dercon qu'a fait tout à l'heure, donc il nous faut cette masse critique donc d'élite. Et cette masse critique d'élite ne peut se constituer que chacun de nous accepte cet esprit, cette démarche de consensus pour y aller ensemble. Mais le problème qu'on a vécu depuis des années, des dizaines d'années, depuis l'indépendance, c'est qu'aujourd'hui, il y a la classe défavorisée, la classe des pauvres, qui est dans un système de survie permanent. Ensuite, et ça c'est le plus grand nombre, hein, ensuite il y a la classe moyenne qui est en voie de disparition, qui a peur de descendre en bas, alors que la classe en haut, la classe des aisés, leur paraissent inaccessibles. Donc, tant que vous êtes en permanence, et c'est là où se trouvent la plupart des élites, les intellectuels, les chefs d'entreprise, les PME, les étudiants, enfin, c'est cette classe moyenne en voie de disparition, c'est là où se trouve le maximum, enfin le plus grand nombre d'élites. Donc enfin, il y a cette classe des aisés qui profite du système, ça a été bien démontré dans ce qui a été présenté tout à l'heure, donc qui quelque part ont fait la capture de l'État, qui vit d'une rente, qui est aussi dans un système de survie, parce que leur première motivation, c'est de protéger des acquis et protéger un système qui leur sont bénéfiques. Donc tout le monde est dans ce système de survie, d'où cette peur d'aller vers l'autre, parce qu'on a toujours peur. Donc je pense que le pari du changement aujourd'hui ne peut provenir que de cette classe moyenne. Donc, et il faut leur rendre l'accès à une classe supérieure, donc possible. Et je pense que c'est la démarche du gouvernement aujourd'hui en élargissant donc le gâteau, en laissant libre l'entrepreneuriat, les entreprises, parce que ça peut aider les gens à changer donc leur mindset et pouvoir se dire que maintenant tout est possible. Encore faut-il que tout cela se traduise par des actes concrets qui leur permettent vraiment d'aller de l'avant et de faire ce pas, d'aller vers l'autre pour concrétiser donc la construction de cette masse critique pour aller au changement. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais juste essayer de résumer un peu. Donc, ce que vous nous proposez, donc, c'est que ce soit à partir de la classe moyenne qui existe actuellement et à travers déjà les efforts qui sont faits actuellement, c'est à travers cette masse-là qu'on puisse créer une masse critique qui pourrait enclencher et accélérer un peu notre transformation, si j'ai juste résumé très brièvement. Merci beaucoup, M. Rakout-Jassant. Donc, secteur privé, je le disais tout à l'heure. Maintenant, on va passer aux entreprises un peu plus grosses, avec le GEM. Donc, la même question que pour M. Rakout-Jassant. Est-ce que vous sentez que vous avez une influence sur... justement, c'est ça la réponse qu'on cherche. Hein, quelle est aujourd'hui l'influence donc, du GEM et des entreprises que vous représentez dans la trajectoire que nous avons maintenant? Et comme M. Rakout-Jassant a déjà donné des pistes aussi, selon vous, quelles seraient les pistes qu'on pourrait envisager pour peut-être aller dans une trajectoire plus optimiste et plus positive? Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette réunion, à cet événement. C'est un honneur pour moi de représenter ici le groupement des entreprises de Madagascar. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord faire la remarque que je n'ai pas eu la chance d'être là lors de la présentation et de l'intervention de M. Dercon. Et du coup, je le savais à l'avance et j'ai parcouru très, très, très rapidement des notes sur son livre. Et j'ai retenu 2-3 notions pour moi et qui ont été rappelées tout à l'heure, très, très significatives, à savoir le pari des élites, le fameux pari des élites. Un accord, si j'ai bien compris, un accord implicite, explicite de ceux qui sont dans l'échiquier économique d'un pays.
je me permets d'utiliser un autre terme en toute humilité. Je parlerai des parties prenantes. Parce que l'élite, des fois, c'est mal interprété. Les élites, c'est un petit noyau, 0,001, 0,6. Mais moi, je parlerai plutôt, en toute humilité, encore une fois, de parties prenantes. Parties prenantes, pourquoi ? Pour des intérêts communs. Les intérêts communs, ce qu'on essaie de faire au GEM, c'est d'influencer, certes, les décisions sur le plan économique, mais pas dans le seul intérêt des entreprises. C'est aussi dans l'intérêt des politiques. Parce que quand l'économie marche, la politique peut tirer la couverture. Et ça peut contribuer aussi à la stabilité du pays. Donc, j'insiste beaucoup pour cette notion d'intérêt commun, parce que si les entreprises se développent, le pays se développe, il y a des emplois, et là, les parties prenantes, qui sont les salariés, qui sont la population, trouvent leur compte. Et l'État, par les taxes, par les impôts, trouve leur compte. Et les entreprises, par les profits qu'ils génèrent, parce qu'ils doivent générer des profits, trouvent leur compte. Donc, on a intérêt à, à parier ensemble, tapis ensemble. Ceux qui jouent au poker savent ce que c'est. On met sur le tapis et on joue. C'est risqué parce que nous évoluons pas dans un monde, nous n'évoluons pas sur une île déserte, même si nous sommes une île. Il y a la conjoncture internationale, il y a l'environnement géopolitique qui fait que Madagascar est impacté par tel ou tel événement en dehors du pays. Je ne citerai pas plusieurs, mais il y en a plusieurs. Donc, intérêt commun. Je reviens, s'il vous plaît, en tant que représentant des entrepreneurs. De quoi ont besoin les entrepreneurs? Je rejoins ce qui a été dit. On parle des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin de clarté des règles du jeu. On ne peut pas jouer si on ne sait pas quelles sont les règles. Les entrepreneurs ont besoin de visibilité. Ils ne peuvent pas investir s'ils n'ont pas une visibilité de ce qui peut se passer pour évaluer, je parle de manière très concrète, la rentabilité de leur investissement. Donc, clarté des règles, visibilité sur les perspectives et surtout, la confiance. Aucun opérateur, aucun investisseur ne viendrait investir dans un pays, que ce soit Madagascar ou un autre, s'il n'a pas confiance. Confiance en quoi ? En l'État, à ses partenaires, ses joueurs, ses parties prenantes qui sont dans le pays. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme première contribution. Besoin de clarté, besoin de visibilité et la confiance. Et tout ça dans un souci, dans un esprit, dans le sens d'intérêt commun, parce que nous sommes tous sur le même bateau. Voilà. Et j'ajouterai par rapport à ce que vous avez dit, vous avez aussi parlé de la prise de responsabilité commune, que chacun prenne le pari, à part ce que vous avez dit. Et voilà, que tout le monde prenne le pari. Donc je pense qu'on a, ces derniers temps, beaucoup parlé des mouvements des jeunes. Donc, avant de passer à M. Dercon, je me tourne vers le représentant de la Gen Z. Aujourd'hui, quelques mois après le début des mouvements, où vous positionnez-vous dans la sphère d'influence déjà de décision et des dirigeants? Question difficile, je sais, on m'a laissé le choix de poser des questions difficiles, donc j'en profite. Alors, tout d'abord, merci à nous tous d'être venus. Merci de nous avoir permis d'échanger. Nous espérons vraiment qu'à travers ces 2 jours, nous puissions vraiment bâtir ensemble l'avenir pour le pays à travers nos compétences, nos connaissances, chacun à notre niveau, bien entendu. La question qui était posée dans l'immédiat, et c'est difficile à répondre, oui. Où est-ce que nous nous positionnons dans l'immédiat? Comme toujours, et depuis le début,
Le mouvement se veut comme étant contre-pouvoir déjà, garde-fou par rapport à ce qui se passe, parce que oui, nous nous positionnons comme étant les porte-paroles de la voix du peuple. Et toujours est-il, certes, c'est une responsabilité que nous avons décidé de prendre par choix et aussi par contrainte, vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et oser prétendre dire que nous avons vraiment une énorme influence au niveau des dirigeants ou une énorme influence au niveau des acteurs ici présents, représentés par certaines têtes ici, serait présomptueux de notre part. Mais je dirais plus que ce n'est pas une question d'influence, ce n'est pas une question de pouvoir ou autre chose, mais une question d'écoute active. Est-ce qu'on a cette volonté de s'écouter? Est-ce qu'on a cette volonté de vraiment faire l'effort d'écouter les ressentis de chacun, d'écouter les besoins de tout le monde? Quand je dis tout le monde, c'est comme ce qui a été dit tout à l'heure, partie prenante, élite ou autre chose, il y a tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment cette volonté d'écouter à travers volonté politique ou à travers encore stratégie au niveau de l'économie? Est-ce qu'on a vraiment cette vision commune par rapport à la politique économique que nous souhaitons emprunter à travers le redressement du pays? C'est ça plus en fait que je dirais humblement, qui sera plus la clé pour vraiment permettre le lancement de ce redressement du pays. Et j'ajouterais en même temps aussi que déjà le pays bénéficie d'une population très très jeune, ce qui est à la fois une très grande force et aussi une énorme faiblesse. Pourquoi ? Une très grande force parce que nous pouvons déjà établir des projections à moyen et à long terme par rapport aux actions concrètes qui devront être menées, mais aussi il y a ce manque d'expérience, cette naïveté peut-être quelque part, qui doit être prise en compte. Et même nous, au sein du mouvement, on est conscients de cela, que nous sommes dans l'immédiat contraints à être matures, contraints à prendre les armes par rapport aux difficultés et par rapport aux défis qui nous attendent ensemble. Du coup, je dirais que c'est l'écoute active la base. Je ne dirais pas que nous avons une influence énorme, que nous n'avons pas d'influence, mais on souhaite juste qu'on s'écoute. Et dans ce sens-là, nous pourrons aller loin. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que justement aborder cette question de l'écoute, cette volonté d'écoute, c'est aussi la meilleure manière d'aller vers les intérêts communs dont nous parlait tout à l'heure M. Raparjon. Là, on a vu déjà comment différents acteurs perçoivent un peu les choses. Maintenant, je vais revenir vers vous, M. Terkon. Tout à l'heure, vous aviez dit que le pacte n'est pas forcément un consensus, mais qu'il faut qu'il y ait au moins un noyau dur qui se mette d'accord pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, ma première question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce qu'on constitue ce noyau dur-là? Si aujourd'hui, ok, on va dire, on va constituer un noyau dur pour un pacte de développement, comment est-ce qu'on va créer cette alliance-là? Bon, c'est une question difficile, bien sûr. Moi, je crois que je vais leur répondre aussi de donner une réaction sur ces choses qu'on a dit ici. Et d'abord, bon, et parce qu'il y avait des représentants du secteur des entrepreneurs, des business, parler de les choses. Il y a de plusieurs moyens qu'on peut constituer un pacte qui est plutôt pour la croissance inclusive. Mais d'abord, ça sera très important de changer le comportement de la politique économique dans le pays. Pour l'instant, je crois qu'il y a surtout une économie personnalisée. Ça veut dire, on peut faire des affaires ici, on peut faire des importations, on peut faire des choses dans l'économie si on connaît quelqu'un.
le chef de douane ou le chef de cabinet d'un ministre. C'est comme ça qu'on fait le business, les affaires ici. Ouais. Mais ce qu'on peut voir, en effet, il y a des exemples comme ça. Par exemple, à l'Inde, pendant les années de 70-80, c'était en effet une économie similaire. On a parlé toujours là de cette économie personnalisée. C'était une économie gérée pour des business spécifiques. Ce qu'il doit faire, c'est qu'on peut faire, je crois, dans ce moment, c'est de commencer à organiser, pas une économie qui dépend si on a le numéro de téléphone ou le WhatsApp du ministre, mais des règles transparentes que vous avez dites pour avoir une économie anonyme. Ça veut dire ça ne dépend pas de si vous connaissez quelqu'un, mais parce que vous êtes entrepreneur avec des capacités pour faire des affaires. Et c'est ces choses comme ça qu'on peut commencer de changer la nature du pacte. Disons, on va essayer dans des secteurs spécifiques, peut-être c'est dans les bois précieux ou les choses comme ça, qu'on sait, bon, on va effectuer systématiquement des efforts pour le faire comme ça, de faire une économie anonyme, et ça dépend si vous avez de productivité, d'efficacité pour avoir du profit, et pas, ça dépend si vous connaissez quelqu'un. Et pour moi, c'est une sorte d'exemple pour comment on peut commencer à le faire. Je voudrais bien dire une petite chose de ce que Mireille Razafin-Drakoto a dit. D'abord, je voudrais bien dire, si vous n'avez pas lu le livre qu'elle a écrit avec les autres, je crois que c'est le plus important livre sur l'économie et la politique à Madagascar. Ça m'a influencé beaucoup, même du voie académique, mais surtout pour l'importance qu'on a dit. S'il y a une différence d'opinion, c'est surtout, moi, je vois d'un domaine descriptif que les élites ont bloqué beaucoup ici. Et les élites, c'est comme elle a défini, les gens qui ont l'influence dans la société. Ce n'est pas seulement les élites traditionnelles, et je crois que c'est le pourcentage un petit peu en haut que le pourcentage de 0,0001 ou quelque chose comme ça. Mais c'est important que la population générale mette la pression sur cette élite. Mais j'ai écrit un livre et je parle toujours de l'élite. Ce n'est pas parce que je les aime, pas du tout, mais ils ont le pouvoir de bloquer le changement. Et c'est comme ça, c'est toujours important de mettre en place des mécanismes, des choses, les événements comme aujourd'hui, les médias, les ONG, de toujours mettre la pression pour commencer ce changement. Et aussi, pour le secteur privé, les entreprises, dans beaucoup de pays, ils disent « Oh, mais ça n'a rien à faire avec moi. Moi, je m'intéresse à profit, pas à la politique. » Moi, je dois dire, c'est aussi important que les gens d'entreprise, les dirigeants de grandes et les petites entreprises savent bien qu'ils ont un rôle à jouer dans cette formation de pacte. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, là, je pense que l'occasion est trop belle pour donner un droit de réponse aussi à Mme Mireille Razafin-Drakoto, qu'on salue particulièrement parce que le Brésil, c'est 6 heures de moins qu'à Madagascar, donc elle a dû se réveiller à 4 heures du matin juste pour cette intervention-là. Donc, ça mérite quand même beaucoup d'applaudissements. Donc, déjà, Madame Mireille, si vous avez déjà des réactions par rapport à la réaction de M. Derkon, et également, donc vous avez beaucoup parlé tout à l'heure d'inclure plus
la population, les différents acteurs et de ne pas se focaliser uniquement sur les élites. Comment est-ce qu'on peut parvenir donc à cette meilleure inclusion selon vous? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, c'est tout aussi intéressante et en fait, on est face vraiment à un problème complexe. Donc, c'est pas, comme a dit déjà aussi Stéphane Berken ce matin, on est face à un problème complexe, hein, il n'y a pas de solution simple. J'ai insisté, je réinsiste toujours sur ce rôle clé qu'il faut inclure plus largement et pas seulement parler de pacte élitaire, pas de pacte entre élites, mais de pacte plus global. Parce que, évidemment, la question se pose, même si effectivement, évidemment, il n'y aura pas de consensus. Et je dirais que le cas de Madagascar, c'est vraiment ça le problème, c'est que c'est très facile pour un certain nombre je dirais un petit nombre d'élites il n'y a pas de contre-pouvoir, donc de s'accaparer. Le chemin vers le profit personnel est tellement plus facile qu'on ait tendance à y aller très naturellement, quoi. Et finalement, rien n'empêche l'idée que le statu quo finit par menacer les personnes. En fait, ça n'arrive que très loin c'est quelque chose qui est un horizon très lointain et que ne peuvent pas voir un certain nombre d'élites parce que c'est facile pour eux dans le contexte actuel, quoi. Pourquoi en particulier? Parce que la structure sociale de Madagascar, en fait, c'est une société extrêmement fragmentée où on a une élite, un tout petit nombre, hein, qui est tout en haut de la hiérarchie sociale, et il y a une grande masse de la population qui est en bas, et il n'y a pas de lien entre les deux, quoi. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et tout à l'heure, M. Rakutundasang, et je pense que c'est très bien ce qu'il a souligné là, sur l'importance de cette classe moyenne, qui doit jouer un rôle, mais cette classe moyenne, aujourd'hui, elle pèse rien. Elle est toute petite à Madagascar. Et justement, c'est un des problèmes. Et l'idée, c'est de faire grossir effectivement cette classe moyenne pour créer peut-être justement ce lien entre la base et le sommet. Et si on va chercher seulement aujourd'hui à créer un pacte entre les petits nombres d'en haut, là, la tendance va être très facile toujours à se voir dans un entre-soi qu'on a étudié dans des études et dans des enquêtes qu'on a fait. Hein. Cette élite, elle fonctionne dans un entre-soi où on place quelqu'un dans la sphère des ONG, la sphère religieuse, la sphère de l'armée, etc. Et en fait, tout ça fonctionne dans un petit monde qui exclut totalement le reste de la population et qui implique qu'on n'a pas en fait une dynamique qui puisse entraîner véritablement en fait le pays de manière générale, quoi. Et j'ajoute le fait que cette fragmentation sociale crée aussi peut-être cette question de méfiance ou de confiance qui a été soulignée tout à l'heure par monsieur le responsable du GEM. Effectivement, ça, c'est quelque chose aussi qui semble être caractéristique, et on travaille dessus en ce moment-là dans un projet, cette absence de confiance au niveau, de manière générale à Madagascar, quoi, et qui touche justement particulièrement aussi la classe élitaire. Il y a cette méfiance, et on l'a dit, hein, enfin, je l'ai dit, il y a une fragmentation verticale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la base et le sommet, mais il y a aussi une fragmentation horizontale où il n'y a pas en fait de coalition stable. Le noyau dur qu'on cherche, que Stéphane Berken dit là qu'il faut créer, il n'existe pas. Il n'y a pas de coalition stable. C'est juste des alliances de fortune en fait. Et donc et c'est difficile de créer ce noyau là qui puisse s'entraîner. Et donc quelles seraient les solutions? Je ne me prétends pas de trouver la solution, mais je lance des pistes. Je dirais que déjà, il n'y a pas de contre-pouvoir à Madagascar. Et donc, c'est facile pour l'élite de s'accaparer des choses, d'aller vers l'économie de rente. Voilà, c'est facile. C'est facile, le pays est riche, aller vers l'économie de rente, c'est facile. En tout cas, pour un certain nombre. Le noyau d'élite qui serait bien de créer, là, il ne s'est pas constitué jusqu'à présent, et c'est une vraie question. Hein. Il y a des élites qui sont a priori de très bonne intention et tout ça. Pourquoi ce noyau développementaliste ne s'est pas créé, ne s'est pas constitué, alors qu'il pourrait quand même peser un peu? Et donc peut-être la question là aussi, c'est qu'ils ont besoin de s'appuyer sur une base. Tout seuls, ils ne peuvent pas contrer les puissants qui vont justement s'accaparer le reste de l'économie. Ils doivent s'appuyer aussi sur la base. Et donc, encore une fois, créer, cette fois-ci, moi, je plaide sur ce pacte, ce contrat social qui relie toute la société et pas seulement un pacte élitaire, quoi. Un contrat social où il y a justement des contre-pouvoirs pour empêcher, parce que la nature humaine, elle va aller vers les choses les plus faciles, elle va ramener, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, on va reproduire le schéma qu'on a depuis les crises, depuis les années 70 qu'on a à Madagascar. On va les avoir successivement parce que si on ne crée pas ce système pour pousser les gens pour aller justement vers quelque chose qui est le pari risqué, le pari qui est plus difficile, et ben si on ne le force pas, et cette classe élitaire, elle va aller vers le plus facile. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Razafnakoutou.
Alors tout à l'heure, je pense que je n'ai pas encore posé la question à M. Safan sur les leviers enclenchés pour justement pour améliorer la trajectoire. On a déjà eu quelques éléments de réponse tout à l'heure et après je laisserai chaque intervenant peut-être renforcer leur message assez brièvement pour qu'on puisse accueillir les questions. Et M. Safan. Oui, merci beaucoup et je pense que à mon avis, la plus grande question, parce que l'idée c'est d'avoir une économie personnalisée là où on est maintenant, à une économie anonyme. Donc n'importe qui peut faire son business sans, comme ça a été dit, qu'on a des carnets d'adresses et tout ça. On ne va pas réinventer la roue comme quoi, certes, le secteur privé ou bien l'entrepreneur, ce qui les motive, c'est la création de valeur. Ils veulent toujours faire du profit. C'est ça qui fait avancer les choses, c'est ça qui va permettre de créer de l'emploi. Et ça, effectivement, on a besoin de visibilité et tout. Et ça, c'est universel. Le cas de Madagascar, c'est juste que cette économie qui a été personnalisée profite à une minorité. Donc, on a le choix de conscientiser donc cette minorité qui va décider, ok, maintenant on va changer les règles, c'est là on a besoin du pacte, ou bien qu'on attend à formaliser ou à avoir des contre-pouvoirs, comme ça a été dit par Madame Mireille, et sans aller beaucoup plus loin dans les faits et pensées économiques, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait pas justement de classe moyenne à Madagascar, parce qu'on n'a pas suivi toutes ces étapes-là. Si on va très très loin, qu'il y avait toute cette histoire de prolétaires qui deviennent des propriétaires terriens, ainsi de suite, donc les ouvriers qui deviennent de labor et tout ça, on n'a pas vraiment eu ça. Mais maintenant, on a une économie qui est structurée vraiment telle que notre. Il y a des minorités, que ça a été dit que c'était moins d'1%, qui contrôlent l'économie et qui a aussi le pouvoir de dicter les règles. Et donc, on a le choix entre les deux, soit que cette conscience, je dirais, entre l'État, le secteur privé, la société civile, et inclure aussi les diasporas, qui va faire ce pacte. Et puis, c'est ça qui va nous pousser, ou bien attendre qu'un contre-pouvoir va se créer pour corriger les choses. Et donc, à mon avis, il faut bâtir un État capable, moderne et tout ça, pour approprier tout ça. Mais il y a cette prise de conscience. Accélérer aussi la production. C'était dans mon métier au niveau de la douane et il y avait toujours un intérêt de promouvoir plus d'importation que la production locale. Parce que c'était plus facile pour ceux qui prennent de l'argent à la banque, payer les fournisseurs, avoir leurs produits importés, rajouter leur marge et vendre. Au lieu de se tracasser à créer des industries et tout ça, effectivement, c'est très difficile dans ce pays. Parce qu'on est dans une économie qui est personnalisée. Et ça n'ouvre pas à tout le monde. Donc il y a un intérêt. Ceux qui ont dans ce cercle vont toujours le protéger et d'autres qui veulent rentrer ne peuvent pas y entrer. Et donc quand on va parler d'un environnement, je dirais, rationnel, qui est objectif, là où tout le monde peut investir, certes on a cette visibilité, on veut avoir des opportunités pour investir pour tout le monde, mais ce n'est pas vraiment notre cas et c'est ça qu'il faut changer. Donc, ça commence par cette prise de conscience, effectivement, d'aller dans ce pacte, changer les choses, et puis à partir de là, tout ce qui va suivre, que ce soit en termes de politique économique, va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Merci beaucoup. La prise de conscience est le premier pas pour avancer. Et maintenant, je vais inviter donc déjà Monsieur Rakut Ndasanti, si, je dirais en 30 secondes, 1 minute. Je sais que l'exercice est compliqué, mais j'essaie d'équilibrer aussi un peu les temps. Quels seraient pour ajouter à ce que vous avez dit, si on veut constituer cette masse critique, sur quel levier est-ce qu'il faut qu'on tire? Alors tout d'abord, si vous avez encore dans votre mémoire visuelle le graphique que Emmanuel a partagé tout à l'heure, sur le cas de 91, 2002 et 2008, donc pour les crises socio-économiques, politiques, il y avait une embellie économique et pouf, il y a la crise. Pourquoi? Parce que l'embellie économique, c'est qu'il y avait une croissance donc, de la richesse créée. Et la croissance économique n'est pas le développement, mais c'est un préalable au développement. Ce qui constitue le développement, c'est la distribution de la richesse créée. Et tant que cette richesse créée profite à un petit nombre de personnes,
un cercle très fermé, verrouillé, il y aura toujours des problèmes. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il faut, comme ça a été confirmé par notre ami Mireille tout à l'heure, donc il faut élargir cette classe moyenne, donc leur donner la possibilité d'entreprendre, de prendre des initiatives. Parce que pour la classe qui est défavorisée, l'indicateur d'une redistribution de richesse équitable, c'est l'amélioration des services publics, des infrastructures, des biens communs et tout ça. C'est ça leur critère, le pouvoir d'achat. Mais ils n'ont pas la même mise sur la transformation de tout ça. Donc c'est la classe moyenne qui a cette possibilité-là. Donc étendre, si on arrive à augmenter le nombre l'effectif de cette classe moyenne qui entreprend, donc créer plus de richesses et qu'en haut l'élite politique redistribue équitablement la richesse créée, ça je pense que on peut espérer une première aperçu de la porte de sortie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Rapard-John, quelque chose. Fourche. Allez-y. Non, je dois dire que je suis un peu fatigué d'entendre les diagnostics, les plans, voilà ce qu'il faut faire et pourquoi on n'y arrive pas. Je l'ai dit à un certain nombre, combien de réunions, d'assises et tout, on a passé des heures, des panels, et on en est encore là. On n'a qu'à écrire sur ChatGPT comment développer Madagascar, et vous allez voir, vous avez toutes les solutions, tous les plans. Et malheureusement, on en est encore là. Alors, qu'est-ce qui bloque ? J'ai parlé à certains d'entre vous tout à l'heure, mais on a l'impression d'être devant une porte avec plusieurs verrous. On ouvre, et on essaie d'ouvrir la porte, ça ne marche pas. On ouvre un verrou, ça ne s'ouvre pas. On se demande quel est j'allais dire un gros mot, ce truc de verrou-là qui bloque notre développement. C'est terrible. On nous dit tout ce qui passe. Chez nous disent, ah, Madagascar, potentiel. Il y en a marre d'entendre cette histoire de potentiel. Ah, vous avez tout, vous avez ceci, les cerveaux, vous êtes intelligent, vous êtes beau, la terre, la mer et tout. Mais on est pauvre. Mais pourquoi, nom de Dieu? Pourquoi? Vous avez la réponse. Si j'avais la réponse, je peux vous dire que je serais là. Non, c'est pour dire que c'est agaçant, quoi. C'est agaçant d'être à ce stade de développement alors qu'on a tout, théoriquement tout, pour se développer. On a beau tourner dans tous les sens. Je crois qu'il y a un point important, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance inclut la lutte contre la corruption, la transparence. Et ça, c'est l'élite politique qui détient la clé. Certes, il y a des corrupteurs pour qu'il y ait des corrompus, mais il faut tout faire pour rendre difficile la corruption à Madagascar. Ne pas éliminer, il ne faut pas non plus rêver, quoi. Même dans les pays développés, il y a de la corruption. Mais l'impact est plus significatif chez nous que dans les grands pays où il y a peut-être où la corruption est encore plus importante. Mais ici, toucher 10% sur un investissement qui est bloqué après, l'impact est hyper important. Donc moi, si je puis me permettre, à mon humble niveau, comment lutter contre la corruption et avoir plus de transparence dans le monde des affaires? On a besoin de ce terrain plat où les joueurs, comme nous tous, puissent évoluer, s'exprimer, se développer et non pas être taclés. Qu'on n'ait plus besoin des numéros WhatsApp et des mails et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. désolé si j'étais un peu... Oui. Mais c'est énervant, quoi. Merci, et merci pour ce partage de cette perception aussi des choses. Je pense que de nombreux acteurs parmi nous partagent aussi peut-être ce sentiment.
Donc, avant de terminer, Miar, un dernier petit message, peut-être en 1 minute. Je dirais directement que où est-ce qu'on pourrait actionner, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire dans les médias. Ben, en fait, je suis convaincu d'une chose. On devrait retrouver et vraiment faire passer au peuple en général le sens du bien commun. Parce que dans l'immédiat, nous œuvrons tous, chacun de notre côté. On n'arrive pas à œuvrer, à trouver une synergie ensemble. Chacun œuvre, chacun de notre côté, pour protéger l'intérêt d'une communauté, d'une localité, et j'en passe, mais on n'arrive pas à œuvrer pour l'intérêt de tous. Du coup, je pense que dans l'immédiat, c'est de vraiment se recentrer sur ce sens de bien commun. Si on arrive déjà, dans un premier temps, à établir ce sens de bien commun, à marcher ensemble, que ce soit tacite ou écrite, peu importe, mais quand on est juste cette vision des choses communes vers l'intérêt commun, on aura fait un énorme pas vers l'avant. Mais toujours est-il, est-ce que l'élite, est-ce qu'elle est prête à céder le pas? Est-ce qu'elle est prête à vraiment, dans ce sens-là, toucher aux intérêts des personnes en face de nous qui ne se montreront pas du tout coopératifs? Est-ce que nous voulons vraiment œuvrer dans ce sens-là à tout prix? Parce que c'est aussi un risque à prendre, comme monsieur le représentant de la GEM a dit tout à l'heure, c'est un risque à prendre ce pari, et même à travers son œuvre, monsieur Dercon mentionne vraiment que c'est un énorme risque à prendre, et je me tourne donc vers nous tous. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque? Merci beaucoup. Et pour terminer, puisque je sais que vous êtes conseiller, mais que vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas l'exécutant, monsieur Péantan, mais je voulais vraiment vous laisser le dernier mot sur ce panel. Donc on a parlé de transparence, de visibilité par rapport à l'avenir pour instaurer la confiance, d'écoute des autres acteurs. On a également parlé de faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, pour que tout le monde ait les chances de devenir l'élite qui décide. Sommes-nous sur cette voie aujourd'hui, monsieur Péantan, selon vous? Et comment est-ce qu'on pourrait y parvenir? Avec qui est-ce qu'on pourrait construire le nouveau pacte? Avec tout le monde. S'il y a une leçon que j'ai retenue de tout ce qui a été dit, il faut être inclusif. Mais il faut aussi agir au niveau de l'individu. Je m'excuse d'être un peu philosophique, mais je pense qu'à l'échelle de l'individu, que ce soit les Malgaches ou les résidents non malgaches, je pense qu'il faut commencer par avoir du respect pour l'âme de ce pays. Ça en dit long. Notre jeune ami tout à l'heure a développé certaines pistes, mais moi je pense qu'il faut commencer par là. Ceux qui ont la responsabilité temporaire, à qui le peuple a prêté dans un laps de temps bien limité, doivent travailler, je pense, quelques axes. Ce n'est que mon avis. Je ne suis ni le Premier ministre, ni membre du gouvernement, mais je pense qu'il faut qu'on travaille la connectivité nationale. Il faut qu'on puisse emmener nos produits, il faut qu'on puisse voyager dans tout le pays. Il faut développer le capital humain, parce qu'avoir des ressources ne suffit pas. Aucun pays ne s'est développé parce qu'il était riche en ressources. Une économie doit être basée sur le capital humain, le savoir, mais plus l'innovation. Les règles doivent être prévisibles, oui, il faut travailler dessus. Mais disons en un mot, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on regarde aussi et qu'on évite les erreurs du passé. Si on veut ne pas les revivre éternellement, perpétuellement, il faut qu'on comprenne quelles étaient les erreurs du passé. Et peut-être un petit mot de conclusion de ma part, il y a de la place pour tout le monde. Mais s'il y a un élément qui prend la place de l'autre, c'est comme une chaise musicale. Personne ne trouvera sa place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai envie de
rajouter peut-être que c'est aussi intéressant de tous s'asseoir par terre. Mais maintenant, donc, comme je l'avais promis, on a pour 10 minutes l'opportunité de poser des questions à notre panel. Donc, je rappelle les règles très rapidement. Une personne, une question, 1 minute. Et pour les réponses, je vous inviterai aussi donc à répondre en 1 minute. Donc, nous allons prendre 3 questions. Je vais dire à vos marques. Prêt, partez, c'est bon. Donc, notre ligne gagnante. Monsieur avec la chemise blanche juste ici. L'autre monsieur avec la chemise blanche. L'autre chemise blanche là-bas. Et le troisième, oui, avec le micro ici déjà. Oui, merci. J'ai une question pour le professeur Dercon. On a parlé d'intérêt général, on a parlé de corruption, on a parlé de respect. Est-ce que dans les exemples auxquels il a fait allusion de pays qui ont réussi ce pacte, il y a aussi eu un travail de révolutionner l'administration? Je pense que le problème ici à Madagascar, c'est que cette corruption est devenue systémique. Tout le monde est responsable. Quand on n'a pas le carnet d'adresse, on a le billet pour que son taratas aille plus vite que celui du voisin, etc. Donc je pense qu'il faut aller vers peut-être diminuer le face-à-face pour éviter ce genre de choses. Je n'ai pas la solution, mais je voudrais savoir si certains pays ont réussi ce pari. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Je continue un peu sur la lignée de Georges qui dit comment faire ça, c'est juste la digitalisation. Parce que la digitalisation, on a vu que par exemple un pays comme le Rwanda a réduit totalement la corruption grâce à la digitalisation de plein de choses. Mais ma question, elle est très simple, c'est que là, on a des approches qui est très globale, qui est très macro. Et en fait, on a tous dans cette salle eu, à un moment donné, dans la semaine qui a passé ou dans le mois qui a passé, un problème, et on a rencontré un problème, soit de corruption, soit économique, soit dans notre société, qui a fait que ça n'a pas avancé. Et en fait, il faut s'attaquer à ces petits problèmes. C'est la version Toyota. Voilà, Toyota a géré ses entreprises comme ça. Chaque petit problème, on le règle. Vous avez eu un problème, on s'attaque à ce problème et on le résout tout de suite. Plein de petites victoires. C'est ça qui va résoudre les choses. Là, d'une manière générale, qui va être le noyau du début, du commencement? Non. Pour moi, j'ai eu un problème à refaire mon permis de conduire. Mon permis de conduire, il ne fonctionne pas, le numérique ne marche pas, il y a de la corruption, il y a tout ça. Allez, on va sur ce petit problème, on a une petite victoire et on avance. Et toute cette petite victoire, ça va faire le noyau. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était une remarque, pas une question. Donc, je pourrais prendre une autre personne aussi tout à l'heure. Et elle est juste là. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, donc totalement louables. On a parlé de contrat social, de pacte, on a parlé de lutte contre la corruption, on a parlé d'instaurer la confiance, et ainsi de suite. Ma question est très simple, très pragmatique. Pour initier la dynamique de changement, qui va faire quoi? On initie, bon, là on a dit, ok, tout le monde est concerné. Pas seulement les dirigeants, pas seulement les élites. OK, là, on sort d'ici. Qui va faire quoi pour qu'on rentre dans une dynamique de changement? Merci beaucoup pour cette question très brève. Donc, troisième question. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à Madame Mireille Safrakout. Donc, c'est Founal du TRAPCA. Donc, vous avez beaucoup d'expérience de la réalité économique de Madagascar. J'aimerais avoir votre avis sur la tendance économique actuelle. Est-ce que vous avez une vision plutôt pessimiste ou optimiste de la réalité actuelle de Madagascar? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je rappelle les questions. Donc, pour M. Dercon, déjà, quelle est la place de la réforme de l'administration publique, de la révolution de l'administration dans le changement de pacte? OK. Bon, c'est une bonne question. C'est une chose difficile mais importante. Dans des pays qu'on a commencé d'avoir de la croissance, en effet, c'était essentiel qu'on a commencé ce que vous appelez la révolution de l'administration. Mais c'est tout à fait difficile et il faut le faire
pour les fonctions fondamentales de l'État. Je ne sais pas si c'est pour les permis de conduire. Je crois qu'en principe, c'est tout à fait important de commencer, par exemple, avec le marché public. Ça, c'est tout à fait important. Et s'il y a des pays qu'on a commencé à changer, ça a commencé avec ça. Les douanes, deuxièmement. Et surtout, la simplification des règles. Ce n'est pas de n'avoir pas des règles, ce n'est pas de libéralisation tout à fait, mais simplification. Bon, par exemple, dans des pays, bon, ils ne sont pas, c'est pas la Chine ou le Japon, mais par exemple, à Ouganda ou Éthiopie, c'est comme ça qu'on a commencé, d'avoir de poches d'efficacité dans l'administration. Ça ne veut pas dire de changer tout à fait dans 6 mois, mais de commencer clairement avec des poches d'efficacité dans l'administration. Disons, marché public, douane et les choses comme ça. Merci beaucoup. Donc, avant de répondre à la deuxième question, on va tout de suite passer à la troisième question. Madame Mireille, vous êtes pessimiste, optimiste par rapport à l'avenir ? Je suis définitivement optimiste. Je suis toujours optimiste, sinon je pense qu'on ne serait pas là. Et je vais encore énerver certains pour dire que Madagascar a du potentiel. Et je pense qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on le dit, il est temps qu'on transforme cet essai. On m'a posé la question sur les tendances actuelles. Je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, en fait, Madagascar, c'est vrai qu'on insiste sur la question de productivité, qui est en économie classique pure, mais le nœud du problème se situe au niveau de l'économie politique, les questions de gouvernance, comme ça a été dit. Et donc, une piste que je veux lancer, moi, on a parlé de bien commun, de confiance, de contre-pouvoir, de redevabilité, et d'avoir des règles claires qui soient suivies. J'étais 5 ans au Vietnam. Au Vietnam, la corruption est à tous les niveaux et extrêmement importante. Ça n'empêche pas le pays de se développer parce que tout le monde ne bouffe pas tout. C'est-à-dire, il y a peut-être la corruption, mais on laisse quand même un peu pour que le pays se développe. Ce n'est pas le cas à Madagascar. C'est pour ça qu'il faut des contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, c'est la population qui peut l'exercer. Et donc, il faut vraiment l'implication de tout le monde. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que la Gen Z nous a appris avec le mouvement qui vient de se passer, il nous donne vraiment une véritable leçon, c'est qu'on peut se mobiliser. Combien de temps le régime en place qui était tout là a accaparé toutes les richesses, etc. Personne n'a rien fait, on ne pouvait rien dire, on était bloqué. La Gen Z s'est levée, s'est mobilisée, a mobilisé, et on a renversé ce pouvoir in fine. Donc, on peut changer les choses. Il faut faire les choses, mais il faut mobiliser. Il faut mobiliser un grand nombre d'individus. Et donc, c'est en ce sens-là où sensibiliser, effectivement, comme dit le représentant de la Gen Z, là, sur le bien commun, instaurer une confiance où les gens, avec effectivement quelques succès, quelques exemples, faire qu'on ait confiance et que tout le monde ait confiance et que la classe entrepreneuriale ait confiance, effectivement, c'est extrêmement important. Là, j'avoue que quand je vois le petit test qui a été fait avant la séance là, sur combien d'entre vous sont confiants, je m'inquiète un peu. Bon, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais il y a 60% qui sont juste assez confiants. Donc, on a encore un chemin à faire pour qu'on gagne en fait cette confiance et qu'on ait confiance qu'on peut changer les choses, que justement les élites, vous, les élites qui ont envie de changer les choses, que vous avez le pouvoir de le faire. Et c'est pas en attendant, et le pouvoir de le faire, pas tout seul, pas justement encore ne tomber dans le piège de l'élite, l'homme providentiel ou les quelques élites providentielles ou la classe élitaire providentielle, mais un grand nombre vraiment avec la population, créer un contre-pouvoir, créer des systèmes pour qu'il y ait une redevabilité, qu'on ne puisse pas exagérer sur un certain nombre de points. Évidemment, il ne faut pas être naïf, on ne va pas tout enlever en termes de corruption, mais au moins créer des règles pour qu'un minimum puisse permettre le développement de Madagascar. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mireille. Et par rapport à la deuxième question qui était tout à l'heure, donc elle ne s'adressait pas à une personne en particulier, mais plutôt à des types d'acteurs. Qui fait quoi ? Là, je vais laisser les volontaires répondre. Qui va faire quoi? Alors, qui est-ce qui a des éléments de réponse? Assez rapidement. OK. Je m'attends à ce que mes amis ici complètent, mais de mon point de vue, les textes
sont claires au niveau politique, policy, au niveau des pratiques. On sait exactement ce que chacun doit, ce que chacun est censé faire. On le sait. Faisons-le. Le secteur privé crée de la richesse, crée des emplois, innove, crée des produits et des services extraordinaires, essaie de remplir un gap dans les marchés. L'État améliore les conditions, fait en sorte qu'il y ait de la concurrence. Nous avons un conseil de la concurrence à Madagascar. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il est interdit de s'entendre sur les prix, il est interdit d'avoir des cartels à Madagascar, il est interdit de faire beaucoup de choses. Mais entre ce qui est interdit et ce qu'on voit autour de nous, il y a encore du chemin. Mais en tout cas, il est très facile de savoir ce que chacun doit faire. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'élite, mais croyez-moi, il y a 53 autres paramètres en plus des élites qu'il faut gérer. Merci. Par rapport à qui doit faire quoi, pour ajouter ce qui a été dit, justement par rapport au texte, par rapport aux lois, par rapport à la Constitution, tout est très bien écrit. Et même des spécialistes pourront le confirmer que si on ne considérait juste que ce qui se passe sur le papier, Madagascar devrait vraiment être avancé et devrait vraiment avoir la chance de bénéficier d'un écosystème bénéfique au développement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas ce qui doit être fait. Du coup, il y a ça, dans un premier temps, faire ce qui doit être fait, exécuter les choses comme il se doit, dans un premier temps. Ensuite, établir un dialogue clair entre les parties prenantes et les acteurs au sein de l'écosystème. Parce que toujours est-il, ça a toujours été difficile en fait d'avoir ce dialogue clair, fluide entre les parties prenantes. Et à chaque dialogue, comme monsieur le président de la GEM a sûrement dit tout à l'heure, on enchaîne les dialogues, on enchaîne les panels, on enchaîne les réunions, mais il n'y a pas de résolution claire à la fin. Chaque dialogue doit obligatoirement de ce fait se résoudre par une résolution claire qui va vraiment s'acter par des actions concrètes, précises et sustainable, comme on peut dire. Du coup, dans un premier temps, nous devons faire ça. Mais toujours est-il, est-ce que les parties prenantes ont vraiment cette volonté de faire avancer les choses? Les résolutions existent, on a signé des résolutions. Hein. Non, c'est la mise en œuvre des résolutions qui pêche. C'est la mise en œuvre des lois, l'application des lois. Il y a la loi contre la corruption, non? Il y a des lois qui disent il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Or, ça se fait. Alors, qu'est-ce qui manque? Je pense que Madagascar fait partie des pays qui sont en guerre non pas militaire, mais en guerre contre la pauvreté. Quand on est en situation de guerre, on ne peut pas se permettre de laisser telle ou telle personne ou groupe de personnes trahir le pays, leur pays. Qu'est-ce qu'on fait? Des traîtres en situation de guerre. C'est-à-dire, dans le cas présent, des fraudeurs, de ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, qui corrompent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi, je prône des mesures dissuasives, des mesures d'exemple. Oui, c'est vrai qu'on en entend là actuellement, je ne dirai pas lequel, mais il faut que ça soit sur le terrain, ici à Madagascar, des mesures exemplaires contre ceux qui trahissent en situation de guerre. Concrètement, mais pas des résolutions. On en a fait des résolutions, je vous dis. J'en ai signé au moins 20 en un an. Mais, bon, on en est là. Donc, des mesures dissuasives. Donc, qui doit faire quoi et quand? Je pense que quand on fait la cartographie, on voit un peu tout le monde. Il y a le secteur privé, il y a l'État, il y a les citoyens et tout le monde. Et quand aussi, parce qu'on ne peut pas résoudre tout d'un coup. Il y a des processus qui vont être, je dirais, par étapes.
Si on va dire, voilà, on va assainir le secteur, on va faciliter au niveau de l'administration, tout ça, il faut aussi que la population ait la capacité aussi d'entreprendre. Combien d'entre nous, c'est même pas vraiment dans notre culture. Si on va, je ne vais pas parler de l'environnement, par exemple, au niveau de l'accès en termes de capitaux. On ne parle pas d'innovation parce qu'il y a l'éducation qui n'a pas été faite pour ça. Et il y a tous ces environnements-là qu'il faut des ajustements à faire. Donc, il y a qui va faire quoi à son niveau, mais il y a aussi les timings. Il y a des choses qu'on doit faire à moyen terme. Il y a des choses qu'on peut améliorer tout de suite, il y a des choses qu'on doit faire à moyen terme. Il faut qu'on voit beaucoup plus loin que le bout de notre nez, qu'on voit aussi beaucoup plus à long terme, et même dans notre politique, qu'on ne va pas à chaque fois qu'on écrit les politiques économiques, on dirait que c'est des mesures ponctuelles qu'on met dedans. Mais il faut qu'on ait des visions aussi beaucoup plus à long terme, et donc qui va s'appliquer au fur et à mesure, et comme ça, petit à petit, on va redresser le pays dans ce sens. Merci. Alors, qui doit faire quoi? Je pense que si la question persiste, c'est qu'on n'est pas prêt on n'est pas prêt de changer quoi que ce soit. Donc moi, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est que moi, qu'est-ce que je dois faire? Et la question se pose à tout le monde. Bon, il y a un poète américain qui a dit la révolution ne sera pas télévisée. Disons, ça ne sera pas un moment précis que le changement se passe sur la télévision. C'est comme ça, bon, le développement, la croissance, le changement politique n'est pas créé à cause d'un panel, une conférence, un texte, un plan, mais c'est parce que c'est mis en œuvre, c'est le comportement et les actions des individus. Des acteurs qui n'attendent pas les actions des autres. Et en effet, mais ils commencent eux-mêmes à faire ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et c'est toujours dans beaucoup de pays, les acteurs attendent que les autres commencent à faire des choses. Il y a des gens ici dans la conférence qui peuvent faire des actions. Et moi, je dis, il faut commencer maintenant. Rien à ajouter, Madame Mireille? Non, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et tout ça. Effectivement, hein, moi, c'est vraiment le principal message que j'ai envie vraiment de passer, c'est que tout doit se faire dans cette idée de collectif. Et encore une fois, la Gen Z a montré qu'il n'y a pas besoin forcément de tête ou de faire confiance, attendre des autres. C'est chacun s'y met et chacun peut jouer un rôle. Mais peut-être qu'il faut inciter aussi la population qui se sent en retrait, qui n'ont pas eu de voix, qui n'ont pas leur voix, qui ne se sont fait pas entendre, les inciter aussi à se faire entendre et à jouer leur rôle et à croire qu'ils peuvent jouer un rôle aussi. Parce que moi je dis le fait qu'il n'y ait pas en fait ce contre-pouvoir contre les dérives et cette exigence de redevabilité à l'égard des gouvernants et que justement lors des élections que les gouvernants qui n'aient pas fait leur rôle soient sanctionnés, il faut que la population en ait conscience qu'ils peuvent sanctionner, quoi. Et donc, il y a une enquête à laquelle je fais toujours référence et qui est assez parlante. C'est qu'il y a quelques années, on a demandé à la population, à Madagascar, il y a des énormes écarts de niveau de vie, de richesse, des gens très très riches et des gens extrêmement pauvres. Qu'en pensez-vous? Et la moitié des répondants qui sont représentatifs, c'est des enquêtes statistiques représentatives de toute la population, la moitié des personnes ont dit c'est comme ça. Il y a 25% qui disent les plus riches, c'est parce qu'ils le méritent, et 25% d'autres qui disent c'est le lâche, c'est le destin. Et puis sur les autres 50%, 25% qui ont dit oui, il faudrait le changer, mais on n'y peut rien. Et il ne reste plus que 25% qui disent oui, il faut changer ça et on peut faire quelque chose, quoi. Et je pense que là, il y a vraiment un changement de mentalité à vraiment essayer de mettre en place. Et ça part effectivement de chacun aussi, que tout le monde a un rôle à jouer et que tout le monde peut faire quelque chose.
Et donc, c'est aussi avoir conscience de ça, quoi. Et encore une fois, je reviens sur la Gen Z, ils ont montré qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut agir, qu'on peut mobiliser, que chacun peut jouer un rôle. Et ça, c'est sur cette note d'espoir-là que j'ai envie vraiment de m'attarder, quoi. Ouais. Et justement, hein, je trouve que c'est la meilleure transition pour la dernière question, car on vient de me signaler, donc pour la dernière question, ce sera donc Sarika qui va la poser. Donc Sarika, je rappelle quand même la règle, hein. 1 minute. Essayez de tout caser en 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Alors, rebonjour tout le monde. Tout à l'heure, Stéphane Dircon a soulevé l'importance des douanes dans la refondation. Et vous n'êtes pas sans savoir que, alors si vous avez bien fait votre travail et vos recherches sur la Gen Z, que l'une de nos 3 valeurs, c'est la lutte anticorruption. Alors ma question va se porter sur l'ancien DG des douanes. Vous avez été directeur des douanes pendant 6 ans. Malheureusement, pendant ces 6 années, et comme depuis toujours, la corruption n'a pas cessé. Votre présence ici, elle est importante parce que ça nous permet de questionner ce qui faisait partie de l'ancien système. Et même si certes, les choses n'étaient pas parfaites, nous pouvons questionner votre expérience. Alors aujourd'hui, vous avez connu sûrement, vous avez fréquenté la corruption dans les douanes. Hein. Les douanes, pour le rappeler, c'est l'un des secteurs les plus corrompus de la société malgache. Qu'est-ce qui cause cette corruption dans les douanes? Comment la régler? Et quel est l'avis des autres panélistes sur la question de la corruption dans les douanes? Merci beaucoup. Un avis, donc, le temps de la réponse de M. Safan. Okay. Alors, très rapidement, vraiment la dernière question. Et en attendant, déjà, j'invite chacun de nos panélistes à se préparer pour des réponses courtes. Merci. D'accord. Je vais faire vite. Tout à l'heure, on parle des côtes, qu'il faut s'écouter pour avancer main dans la main. Et là, je vais aborder les assises. Concrètement, on a été exclus dans la participation pour les assises nationales. Et on aimerait savoir pourquoi. Parce que là, c'est un peu contre nature et contradictoire par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'était une question qui se rend plutôt vers les représentants de l'État. Monsieur Lankan, à vous de répondre. Merci beaucoup et merci pour cette question et d'avoir cette opportunité aussi, effectivement, de faire un petit bilan de la douane. En effet, c'était cette année fiscale que j'ai dirigé la douane. Et la douane, c'est comme la douane dans le monde entier, c'est une administration de recettes. Et quand on parle d'administration de recettes, c'est un environnement qui est très exposé à la corruption. Et quand c'est exposé à la corruption, on a parlé tout à l'heure de cette économie personnalisée. Donc on a parlé, j'ai évoqué le cas qu'il y a cette volonté de rester dans l'importation, alors qu'on sait très bien que si l'économie doit décoller, il faut qu'on ait une capacité de produire à l'interne. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que la Madagascar n'a jamais atteint la transition fiscale. On a beaucoup d'économistes dans cette salle et on sait très bien qu'une économie qui fonctionne ne dépend pas de l'extérieur, et même en termes de ressources. Madagascar fait partie, je pense, le premier ou le deuxième pays là où le ratio de taxation, le ratio de recettes à la porte est le plus élevé. On est encore à 45%, si dans d'autres pays, même les pays développés, sont à 10%. À 15%, à 20%, pour dire que si nous, on était performants en termes de fiscalité domestique, qu'on produit localement, on ne serait pas dépendant beaucoup plus de tout ce qui est recette à la porte. Donc, il y a 2 ou 3 façons de faire. Il y en a qui vont dire, voilà, on va brainstorming, on va nettoyer les cerveaux, dire, voilà, la corruption, c'est mauvais et tout ça. Ça, ça peut être une mesure. Mais le plus important, c'est de créer un environnement pour que la corruption ne serait pas accessible. L'environnement, là, on travaille, qu'il n'y aura pas l'opportunité de corrompre. Je vais prendre une chose. Quand les marchandises traînent à sortir du port,
tout le monde ne veut pas payer les surestaries de magasinage. Pendant cette année fiscale, on était passé de quelques jours à sortir les marchandises. Plus de 300 millions de dollars d'économies qui étaient faits donc, au profit du secteur privé qui importe pour que les marchandises ne traînent pas au port, donc qui enlève ce risque de corruption. Si vous avez remarqué, la douane parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, pour enlever la subjectivité dans les prises de décision, il y a beaucoup de déclarations qui sont déposées au niveau de la douane, sont liquidées automatiquement, sans intervention humaine, mais après, c'est des contrôles a posteriori qu'on fait. La douane malagasy a été choisie comme pionnier, comme pilote dans l'implémentation de l'intelligence artificielle. On fait beaucoup, à l'époque, j'étais très sollicité dans ce sens-là et on est encore en plein dedans jusqu'à ce jour, justement pour adopter cette objectivité dans la décision de dédouanement. Je vais prendre un exemple de profiling, donc ce qu'on appelle analyse de risque qu'on fait au niveau de la douane. Et cette analyse de risque peut classer les entreprises ou les importateurs suivant leur profil de risque. Avant, c'était des décisions humaines. Donc, c'est les humains qui font l'analyse et qui les placent. Les importateurs peuvent dire, est-ce que si mon entreprise est flaguée, est-ce que je peux enlever mon entreprise de là? Donc, il peut négocier à un responsable pour dire, je vais vous payer, enlève mon entreprise de là. Maintenant, depuis presque 2 ans, c'est l'ERA, donc Enhanced Risk Assessment, c'est une intelligence artificielle qui fait les profiling, qui place les listes des entreprises à risque. Et donc, ça enlève l'exposition de corruption parce que la machine ne va pas être corrompue en disant « Ah, je vais enlever cette entreprise dedans ». Donc, ça, c'est au niveau de la douane. Si on regarde le classement qui a été fait par CSI... Juste, Monsieur Safan, si vous pouviez juste résumer un peu D'accord. Je vais juste résumer par une chose. La douane communique beaucoup et on fait beaucoup de choses et les avancées qui ont été perçues au niveau de la douane est vraiment très conséquent si on regarde les scales et même quand on regarde les classements de CSI, je crois que c'était une étude qui a été faite il y a 2 ans, la douane ne faisait même plus partie des établissements qui étaient les plus exposés à la corruption, qui étaient les plus corrompus. Donc ça, je crois que c'était les résultats des avancées et surtout au niveau des digitalisations, au niveau de l'objectivité des décisions qu'on doit prendre. Et ça doit être appliqué aussi à tous les départements, à tout le service public qu'on a à Madagascar. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, on me signale qu'on est vraiment arrivé au bout du temps qui nous a été accordé. Donc, je pense que pour la question des assises, on la fera. Je vous laisse vous rapprocher tout à l'heure vraiment pour avoir la réponse par rapport à cela. Également, vraiment pour terminer le mot de la fin, j'aimerais vous remercier déjà tous pour votre attention, pour tout le temps que vous avez accordé, en particulier donc pour chacun de nos panélistes. Un grand merci pour vos interventions, pour votre expertise, pour votre partage, pour vos réponses franches. Encore une fois, un grand merci aussi, en particulier à Madame Mireille Safdjakout, qui a été la seule panéliste féminine aujourd'hui et qui s'est réveillée aux aurores. Pour le mot de la fin, j'aimerais revenir sur le gâteau. Si on a choisi le gâteau, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne image, car juste au-delà de faire grandir le gâteau, il faut se rappeler qu'un gâteau, ça dépérit. Et si on ne fait rien pour le gâteau, il finit par devenir mauvais, et ceux qui le mangent finissent par mourir, tomber malades. Le gâteau pourrit, et nous aussi on pourrit avec. Donc il faut faire évoluer le gâteau si on veut survivre. Ce n'est pas un choix, c'est un impératif. Et sur ce, je vous laisse réfléchir. Voulez-vous être de celles et de ceux qui font évoluer le gâteau, ou voulez-vous être de celles et de ceux qui laissent le gâteau dépérir et la population avec? Merci.